Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début. 2,21 gigawatts. Mon Dieu! Qu'est-ce que tu préfères, le Jedi ou l'Empire contre-attaque? L'Empire. Blasphème. Le monde se divise en deux catégories. Bah c'est quoi un gigawatt? Cinéma! Cinéma! Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Les géants américains de l'internet ont beau nier à l'unisson, le scandale prend de l'ampleur. Ok, c'est bon, t'as réussi ton jeté de dés, donc maintenant tu peux jeter ton dé. Allons-y, finissons-en. Ouais, mais alors moi, il faut que je sois au lit à 9h30. Toi, tu creuses. Et oui, toi tu creuses, vous êtes à l'écoute de l'œil carnivore, l'émission 167, vous êtes sans doute sur Twitch en train de nous regarder en direct car on est le 14 octobre 2025, mais peut-être que vous êtes sur Radio Panique, sur le 105 de Radio Panique ce samedi, alors je sais plus quelle date c'est exactement, je crois que c'est le 20, mais j'en suis pas sûr du tout, ou le 19, je ne sais plus. Samedi 18. Le 18, voilà, le samedi 18 octobre. 105.4 FM. 105.4 FM, évidemment. Merci Radio Panique, la meilleure radio au monde, hein, que vous pouvez suivre d'ailleurs sur radiopanique.org. Et peut-être que vous nous écoutez en podcast sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes possibles et imaginables, Vodio et autres. Donc merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. Et si vous êtes là ce soir sur Twitch, eh ben, vous pouvez participer, vous pouvez faire des youhou, etc. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à réagir à nos chroniques. Et d'ailleurs, ce soir, autour de la table, j'ai Baudouin. Salut Baudouin. Hello. Hello. Essaye de parler dans le micro. Bah ouais, je parle bien devant le micro, là. Ouais, c'est parfait. Je suis devant moi, là. Donc, Baudouin qui va nous parler de Médiathèque Nouvelle, les biomanes contre la fermeture. Ça, c'est le titre. Eh oui, les biomanes contre la fermeture. Une chronique où je vous demanderai de participer au moment venu. Ah, voilà, exactement. Eh ben, on va voir ça très prochainement, parce que ça sera la première chronique. Mais effectivement, sur les médiathèques, qu'est-ce qu'elles deviennent, et notamment en Belgique. On va suivre avec Angela. Salut Angela. Hello. Hello Angela, qui revient nous parler d'un animé qui s'appelle A Sign of Affection. A Sign of Affection, tout à fait, avec l'OP de Novel Bright. Petite histoire d'amour, c'est l'automne, bientôt l'hiver. Voilà, je vous mets bien. D'accord, ok. Le petit plaid et tout, on est bien installé et on va avoir de belles petites histoires. Trop cool. Trop cool. Merci Angela. On va voir ça juste après Baud. Après, suit Catherine qui, une fois qu'on est sous notre plaid, là, comme ça, on peut justement avoir très peur. Sous la couette. Puisque Catherine va nous parler de Alien versus Predator en 2025, l'état des deux franchises. En gros, où on est Alien, où on est Predator, c'est à peu près ça le sujet. Si mon micro ou ma connexion ne me lâche pas. On espère, parce que moi j'ai envie de savoir. Très bien, oui. Si ton micro te lâche pas, on est d'accord, mais surtout Sinon, on fera les doublages avec Baud, on fera ta voix. Ouais, il y a moyen. Désolé, je pense. C'est définitivement compliqué de mon côté, mais on lâche rien. Okay. On lâche rien, ouais. Donc, en tout cas, chouette de venir de t'entendre parler d'Alien versus Predator. N'hésitez pas, elle a fait une super chronique dans une de nos anciennes émissions sur Bruce Lee. Donc je pense que Alien et Predator ont qu'à bastonner. Exactement. Et on continue avec un sujet qui va être un sujet collégial autour de la table, même si c'est moi qui l'ai initié, même si c'est toi, Baudouin, qui m'en a parlé en premier. En tout cas, tu m'as dit, ouais, ça serait chouette d'en parler. C'est Chat Control. Un projet européen qui, normalement, devait être voté aujourd'hui, mais qui a été ajourné hier. Donc, mais c'est pas parce que ça a été ajourné qu'il faut pas en parler et qu'il faut pas se poser des questions tout autour. Il n'est pas encore classé, de toute façon. Ouais, et je pense que ça va être compliqué pour passer, mais on en rediscutera derrière. Et puis, derrière, évidemment, pour terminer en beauté, nous avons Julien. Salut Julien. Je sais pas de qui tu parles quand tu parles de la beauté, mais on est qui dit qu'il est pacifiste, mais voilà. Alors, moi j'ai vu une certaine chronique d'Emmanuel Barré, donc je sais pas s'il y a un rapport, mais on verra bien. Et j'en profite pour saluer Frère Tex. Salut à toi, n'hésite pas.
mets-toi tranquille avec ta boisson préférée et puis avec nous dans les oreilles pour, on va dire, une petite heure, 1h30, 2 heures, 3 heures, on sait pas. non, l'idée, c'est quand même d'essayer de tenir à peu près l'heure et demie, voilà, et de pas trop déborder. Voilà, mais on commence évidemment par Baudouin, médiathèque nouvelle, les biomanes contre la fermeture. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, Baudouin? Parce que tu nous as teasé tout ça. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans votre chronique Culture en apnée, on parle d'un drame, un vrai. Je pourrais vous parler de ce nouveau jeu vidéo signé Sega, Sonic Crossword, encore plus addictif que Tetris. Ouais. Faut que je le teste. Bien sûr. Je pourrais aussi vous parler du premier épisode de la saison 3 de One Punch Man, que j'ai toujours pas regardé. Je me souviens d'une belle période où nous étions en quête de culture. Oui, les années 90 ou 90, c'était quand même quelque chose de spécial. On pouvait louer des cassettes vidéo, des lecteurs vidéo et des consoles de jeux. Car oui, moi je me souviens en 88, du vendredi au dimanche, j'avais ma Sega Master System dans une petite valise. Ben, vous savez ce qui s'est passé après. Les vidéothèques ont fermé, Netflix est arrivé, bla bla bla. Mais dans tout ça, il y avait d'irréductibles archivistes. Moi, je les ai connus au passage 44 et surtout au Grognon à Namur durant ma jeunesse. C'est là qu'on pouvait trouver de tout. Le point culture, la médiathèque. Eh bien, vous savez quoi? Rien à voir, mais Sébastien Lecornu a été remplacé par Sébastien Lecornu. Mais... Rien à voir. Mais je m'éloigne. Breaking news. La FWB, la Fédération Wallonie-Bruxelles, annonce la fin de la médiathèque nouvelle. Oui, la fin. Alors qu'elle allait fêter ses 70 ans, ses 70 ans, en 2026. Le gouvernement a dit « Stop, on ne renouvelle pas le contrat programme. » Je sais pas si je il faut faire des économies, ma bonne dame. Voilà. Alors, résultat, fermeture prévue 1er janvier 2027. Et là, dans le ciel bruxellois, un cri retentit. Vous venez de recevoir une notification. J'ai reçu un message. Bon, là. Ouah, c'est long. Alors, je vous explique. Là, ce qui va se passer, d'accord? Je vais vous attribuer des rôles. Damien, tu seras Nathalie. Ouais. Angela, tu seras Force Bleue. Julien, tu feras Force Jaune. Moi, je ferai le méchant. Et Kat, tu feras Force Rose. Vous êtes prêts? Ok. Oh, j'ai peur. Je suis gentil et on ferme ma bibliothèque. Ha ha ha. Je suis le méchant budget et je veux tuer la médiathèque. Mais que se passe-t-il au rayon des commentaires? Ah, tu fais vachement bien l'accent. Je vais essayer de lire mon texte, mais c'est compliqué. Toi, tu t'appelles Nathalie avec ton abonnement périmé. Alors, tu as sauté quelques lignes. Et qu'est-ce qui se passe dans les ateliers? Je m'appelle Nathalie. Alors, non, c'est moi. Je m'appelle Nathalie, sauvez la médiathèque. Quoi? Je répète exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu t'appelles Nathalie avec ton abonnement périmé. Tais-toi, idiot. C'est Samita. Mais elle s'appelle Nathalie. C'est pour l'exportation en Belgique. Ah d'accord. Alors que fait la fédération? Elle ferme. Mais pourquoi? Parce que c'est une dépense publique. Une dépense publique. Je suis le turbo préavis venu de l'espace budget. Je vais vous transformer en bouillie administrative, tellement liquide qu'on ne retrouvera même plus vos archives. Je suis Force Bleue. Je suis Force Rose. Évidemment, c'est moi qui dis je suis Force Jaune devant et budget derrière. Oh, les Bioman! Sauvez la culture! Attends, je suis perdu, on est où? Ah là. Toi, à droite. Non, toi, pas à droite. Qui à droite? Qui ça, pas à droite? Non, à gauche, à retrouvons-nous gauche. contre la signature du ministre. Moi, j'ai à droite. Bah oui, C'est-à-dire non, mais t'as raison, vas-y. Vous m'avez perturbé. Force Bleue. L'acteur studio. Quand la signature du ministre aura glissé sur la pile du dossier. Sous la pile, c'est-à-dire? Oui,
8h moins le quart, avec un peu de retard politique. Ah ouais, comme une émission de l'œil carnivore. Ah, me revoilà. Tiens, prends ce venin intersidéral de coupe budgétaire. Il te transformera en page blanche que même Skip Machine ne pourra pas sauver. Ne pourra pas te sauver. Tu rigoles, j'ai mon rayon subvention tout issu. On recoudra les ateliers. Rayon laser BX 4000. Mesure d'accompagnement culturel. Raté. Rayon laser B 6000. Plan Plan de relance. Je ne sais plus lire. Plan de relance. Encore raté. Disque laser de Dorothée. C'est comme un tremblement de terre administratif. Ah, pitié. La connexion. Oh non, Je mais ne dis sais donc. pas lire. Attends, pardon. Musique plus douce, fin du combat. C'est ça. Oh non, mes résidences artistiques. Pardon? On a un peu tamponné trop fort. Je vous retrouverai. Ça fait un rire de méchant, ah oui. Collectif les rires de méchants. Mais merci, vous m'avez sauvé la vie. Au moins la saison culturelle. Ah, de rien. Nous aussi, on est des gentils. Et on n'aime pas les méchants qui te ferment les yeux. C'est con ce que tu dis. On s'en fout. C'est pour la télévision belge. C'est ça. Il faudrait que les méchants. Il faudrait que ce soit les personnes qui ferment. Mais C'est pour l'exportation en Belgique. Alors voilà, merci d'avoir joué le jeu. Le 1er janvier 2027, la médiathèque nouvelle fermera ses portes. Pas de laser, pas de Dorothée, pas même un rayon de soleil sur la vitrine d'Odergame. Juste des gens dignes qui rangent les derniers disques pendant qu'au ministère, on met un point final à Point Culture. Mais bon, on est en Belgique. Et ici même, quand tout ferme, on trouve toujours un moyen de rire et de rallumer la platine. Les biomanes pour l'exportation en Belgique. Je sais pas s'il faut applaudir ou s'il faut pleurer. Salut bande de tarés, c'est super. Est-ce qu'on regarde à la télé Bioman et Dorothée? Moi je m'appelle Bernard Minet. Heureusement que vous faites. Y a mes copains pour Voilà. cet acting studio magnifique que tu nous as offert. J'espère que tu es plus doué avec tes élèves. Oui, bien sûr. Mais bon, au lieu de lire, je voulais un peu le mettre... faire un petit mash-up, et voilà, pour ceux qui connaissent la référence. Hein. Et, voilà. Donc, tout à fait. Il reste plus qu'un an pour aller à la médiathèque, en tout cas, et c'est bien dommage. Il reste plus qu'un an pour gueuler pour qu'elle réouvre, surtout, quoi. En fait, Mais il me semblait que la location DVD, CD, médiathèque reprenait un petit coup de boom, là, avec la nouvelle génération, non? Donc c'est la médiathèque nouvelle, mais les points culture aussi, c'est ça. Hein. C'est tout le concept qui ferme. Qui s'arrête. Avec effectivement le problème que tu disais, c'est que c'est des archives de fou au niveau CD, au niveau film, au niveau... Il y a vraiment... et jeux vidéo, etc. Bon, le jeu vidéo, je pense qu'il y a des trucs qui sont plus trop lisibles maintenant. Mais c'est vrai qu'au niveau film, typiquement, c'est une... là-dedans, tu trouves des films que tu trouveras nulle part autre part, en fait, réellement. Ah non, c'est sûr, hein. C'est sûr. Et maintenant, moi, la grande question, c'est que va-t-on faire de toutes ces archives? Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Il y avait des gens qui ont travaillé là pendant des années, qui pouvaient te conseiller sur n'importe quel livre, n'importe quelle musique ou n'importe quel film. Et voilà, après 30 ans pour certains, 40 pour d'autres, voilà, ça s'arrête du jour au lendemain. On vous dit, voilà, c'est un compte à rebours. 1er janvier 2027, c'est fini. Même pas moyen de discuter. Non, c'est fini. On arrête. Voilà. Donc, je trouve ça un peu... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la culture, c'est dangereux, et ça veut dire qu'ils ont peur des gens cultivés, parce que les gens cultivés, ça se défend. La culture ne sert plus à rien. Ça rapporte plus, quoi. Voilà.
Alors, oui, non, mais c'est surtout. Ça n'a jamais eu besoin de rapporter de l'argent. C'est le principe d'une éducation publique, c'est justement de créer des gens qui sont en mesure de comprendre leur appareil social, leur appareil sociétal, de critiquer, juger, débattre, etc. C'est tuer la culture, c'est tuer le débat, c'est tuer la possibilité d'une démocratie. Donc c'est gentiment glissé dans le fascisme. Là, tu préchotes ta chronique, c'est ça, hein? Non, je suis convaincu de ça. Non, c'est clair qu'à l'heure actuelle, on le voit d'ailleurs avec Trump, un des premiers trucs qu'il attaque, outre la justice, c'est effectivement la culture, l'interdiction de certaines œuvres, etc., l'interdiction de certains mots, l'interdiction... Et donc... C'est vrai que la médiathèque, c'est un accès à la culture pour plein de gamins qui n'avaient pas forcément ça chez eux. C'est c'est pour plein de gens, en fait. Moi, je sais qu'il y a les dernières fois où j'y suis allé, c'était pour trouver des livres, pas des livres, des films, qui étaient trouvables nulle part autre part. Vraiment. C'est-à-dire, c'est une archive. Les films de Craig Araki, par exemple, je vous mets au défi de trouver où on peut les regarder, par exemple. Oui, et puis par ailleurs, je rebondis un peu sur ce que disait Baud, c'est que c'est pas seulement un stock de culture accessible à toutes les bourses, à tout le monde, c'est des gens qui ont travaillé ce matériau culturel et qui sont capables d'en faire la médiation. C'est que ça va de pair. Il n'y a pas de culture sans médiateur culturel. Tu as besoin aussi de gens qui sont capables de conseiller, tirer le fil, voir qu'il y a un jeune qui arrive avec un intérêt pour un certain sujet, et puis tu tires le fil, tu lui montres autre chose, tu lui montres quelque chose d'une autre génération, mais qui parle du même sujet, etc. Et c'est comme ça que se construit le lien culturel, le lien historique, le lien sociétal. C'est comme ça que tu fais aussi le pont. C'est à ça que ça sert, ces endroits-là. C'est pour ça que tuer un stock, je sais pas si c'est ce qui est le plus grave en fait. C'est parce que tu pourras peut-être retrouver une partie de cette musique ou ces livres, etc. Sous d'autres formes. Je suis pas en train de dire qu'il faut réinstaller tout de suite Views et les systèmes peer-to-peer, mais par contre, les gens qui sont capables de t'en parler, justement de faire ce travail que ne font pas les algorithmes, puisque les algorithmes te proposent toujours des choses qui ressemblent à ce que tu connais déjà, tu vois. Et c'est là que c'est important, c'est couper les vivres à tous ces gens qui font la richesse d'une transmission culturelle. C'est faire mourir à petit feu une société. On l'avait vu lorsqu'on avait fait l'interview d'un des derniers Vidéo Club de Vidéo Express, hein. Vidéo Express de Bruxelles, où effectivement on avait interrogé les gens, les utilisateurs de ce Vidéo Club, et qui étaient là, ah bah oui, tiens, moi j'ai envie de vous parler de ce film-là, j'ai envie de vous parler de ce film-là, etc., etc. Il y a un vrai espace d'échange, justement dans ces lieux-là, en fait. Tiens, t'es en train de regarder quel film? Ah bah tiens, ça peut te permettre d'aller chercher vers telle ou telle chose. Donc oui, je pense que alors il y a personnellement Vas-y, Catherine. J'allais dire, moi personnellement, le poids culture, c'est aussi une... Ah, je crois que je suis absolument décalée, donc je vais parler pas de comme souci, si vas-y, il n'y avait c'est plus le bon. lendemain. Vas-y, parle. Du coup, je disais, moi, le poids culture, à titre personnel, c'est vraiment c'est mon enfance, parce que quand j'étais plus petite, avec mes frères et sœurs, on avait l'habitude d'aller une fois par semaine, voire par mois, ça dépendait. Au point culture, on avait une formule abonnement, comme ils faisaient à Liège, donc c'était 20 €, 20 médias, avec les jeux vidéo qui en valaient 2, les films qui en valaient 1. Et du coup, c'était un petit peu le point où on allait voir tous les DVD, voir tout ce qu'il y avait. On pouvait regarder un petit peu les nouveautés, mais aussi les vieux trucs. Et puis niveau jeux vidéo, c'est aussi extrêmement rentable. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi pas plus de parents vont louer les jeux vidéo à la médiathèque, du coup au point culture, parce que ça permet vraiment pour les enfants de prendre pour 20 € par mois, je crois que c'est 5 jeux vidéo par mois. Donc au lieu de les acheter, on en loue un. À la limite, on peut en jouer pendant un mois, et si vraiment on aime, on peut l'acheter après.
c'est hyper rentable aussi, je pense, ce côté formule abonnement, parce que ça permet vraiment de pouvoir un peu toucher à tout sans dépenser 200 et 2000 pour les jeux vidéo, surtout pour les DVD, on me dira oui, Netflix, catalogue, etc. Mais une médiathèque a un catalogue beaucoup moins limité justement que d'autres services, puisque finalement, si le film existe, généralement, il est dans leur catalogue, s'il faut le commander depuis une autre ville ou pas. Donc, moi, personnellement, j'apprends un peu la nouvelle avec certaines pointes de tristesse. Je trouve que c'est extrêmement dommage et que c'est aussi, je ne sais pas si peut-être aussi il y a un manque de connaissances aussi de ces lieux-là de la part des différents publics. C'est vrai que c'est toujours difficile aussi de communiquer sur ces lieux. Oui, tout à fait. Non, et il y a une chose, mais comme tu dis, les gens trouvent le chemin vers ces lieux-là quand même. Mais il faut savoir que ça s'inscrit quand même dans des réductions budgétaires complètement à l'encontre de ce qu'il faudrait faire réellement à l'heure actuelle, où il faudrait développer la culture plus que de la restreindre. Et toutes les associations à l'heure actuelle, les festivals, mais même des associations à but social, etc., voient tout leur budget raboté. Donc, même de manière générale, le lien social créé par toutes ces associations, toutes ces initiatives, tous ces festivals, etc., c'est en train de diminuer, sous prétexte, soi-disant, qu'on doit réduire le budget, ce qui est complètement absurde, puisque là, même si on parlait, il suffirait juste de, je sais pas moi, 3 milliards et on est tranquille. et on vous laisse tranquille avec vos histoires de budget, et nous, on s'amuse et on fait des choses super avec tout ça, quoi. Donc, c'est juste des points de vue comptables qui n'apportent rien à notre société, quoi. Mais ça, c'est un autre débat derrière. En tout cas, ça tue, comme tu disais, le lien social. Et il faut faire attention parce que à ce moment-là, chacun se trouve tout seul face à ça et de moins en moins en collectif. Et vous ne retrouverez jamais ce type de livre à la médiathèque. Loris. Voilà, vous ne retrouverez jamais. Ok. Alors, j'ai les chiffres, si vous voulez, sous les yeux. C'est le catalogue de la médiathèque de Belgique, c'est 276 164 audios, 49 400 références audiovisuelles et 30 090 références vidéoludiques ou interactives. Waouh. C'est voilà. Pour vous donner une comparaison, le catalogue moyen standard de Netflix en Belgique, c'est 7000 titres. Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Sachant que l'algorithme en filme beaucoup, donc tu as l'impression d'en voir 300 maximum en même temps. Ça, c'est clair. C'est aussi très dommageable, je trouve, pour le cinéma, on va dire, local, européen, belge. Parce que, personnellement, quand je devais aller trouver des DVD pour des films belges, pour l'école, etc., c'était là où j'allais de base, parce que je sais que c'était là qu'ils étaient, parce que je sais qu'en plus, avec les formules abonnement, ça me permettait... parce que forcément, parfois, on peut les retrouver en ligne, mais eux, ils les vendent de façon individuelle, etc. L'avantage des médiathèques aussi, c'est qu'on peut... c'est aussi l'avantage d'une médiathèque, c'est que quand on prend un abonnement, quand on loue un DVD, il y a aussi ce truc où on peut, d'une certaine manière, un peu financer, encourager le reste, quoi. Genre, prendre un abonnement dans une médiathèque, c'est aussi participer à l'économie locale, si on peut le dire comme ça. La préservation de la culture, aussi... Ouais, puis excusez-moi d'être un peu plus radical, mais enfin, genre, à quel moment, c'est comme la santé publique. Enfin, je veux dire, là, on parle de la santé publique là, mentale, la santé mentale d'une société, si tu veux. C'est à quel moment ça a besoin d'être rentable. Ah non, moi je parle pas de rentabilité, je parle plutôt du côté, on va dire, déjà, rien que quand tu poses à mettre mon argent dans la culture, autant le mettre, je trouve, dans une structure publique, que justement en supprimant ces structures publiques, on encourage à consommer la culture vis-à-vis de sociétés, elles, beaucoup moins publiques, comme Netflix, etc., qui justement, eux, décident de leur catalogue et vont pas se faire chier à mettre en avant les films belges. À faire de la conservation de choses plus underground ou plus indépendantes, oui, bien sûr. Voilà. Bon, on pourra en parler des heures encore, mais on a d'autres on a d'autres chroniques. Merci Baudouin, en tout cas, d'avoir attiré notre attention
sur cette disparition. Je pense que c'est pas la seule, malheureusement, et je pense qu'il va y en avoir sans doute beaucoup d'autres. Beaucoup de n'est que le début, festivals, malheureusement. voilà, beaucoup de festivals luttent pour leur survie. J'espère que au final, il n'y aura pas trop de dégâts. Ou qu'on arrivera à mettre fin à leur appétit vorace, parce que il y en a d'autre côté qui se gavent, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà. Oh oui. Et sans transition du tout, nous allons mettre notre petit plaid. Nous allons tranquillement nous installer devant notre écran. Et nous allons écouter la douce voix d'Angela qui va nous parler de A Sign of Affection. Et pendant ce temps-là, je vais vous mettre le visuel du trailer. Voilà, vas-y Angela, je te laisse la Attends, je me mets parole. pantoufler mon plaid. Un petit thé chocolat chaud, mets-toi bien. A Sign of Affection, titre original, c'est You Bisaki Tureren. L'hiver approchant à grands pas, j'avais envie de vous raconter une petite histoire pour vous réchauffer un petit peu le cœur, quoi. Parce que par les temps qui courent, un peu optimiste de positivité est bien plus que requis, et je vous distille une petite dose de romantisme extrême. Après, je vais pas vous mentir, hein, c'est l'histoire de son premier amour, premier grand amour, ça, c'est quand même pas se leurrer. Donc déjà, je vous mets le petit décor, les petits cotillons, pac, 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 on est bien, la petite couette, le petit pout, pout, tout doux, le petit doudou. Et c'est l'histoire de Yuki, qui en apparence est une jeune fille tout à fait ordinaire. Elle va à la fac, elle a des amis, elle fait du shopping. Mais si tout son monde est aussi coloré que le nôtre, il est aussi beaucoup plus calme parce qu'en fait, Yuki est sourde. Ah, Et ok. donc, elle est sourde. Mais donc, en fait, elle essaye de vivre une vie de plus que normale, en fait, hein, et elle y arrive très bien. Sauf qu'un jour, dans le métro, il y a un étranger qui va venir l'accoster et qui va lui demander des renseignements, tu vois, et elle va pas savoir lui répondre forcément, puisqu'elle est sourde. Et donc, il y a un garçon de sa fac qui vient l'aider. C'est Itsumi. Et en fait, c'est quelqu'un de grand, de calme, de très curieux, de voyageur. Il parle plein de langues. Enfin voilà, très sociable aussi, tu vois, qui a rien à voir avec elle en fait. Et ils vont tomber sur le charme l'un de l'autre parce qu'en fait, elle va lui parler de son déficit, de son pourquoi elle n'a pas répondu. Et en fait, lui, ça va totalement pas le choquer, mais en fait l'intéresser, puisque ça, il va avoir envie d'apprendre le langage des signes. Et donc, c'est leur histoire qu'on va un petit peu suivre tout au long de cet animé. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai commencé à le regarder et je l'ai regardé en une nuit. C'est 12 épisodes et c'est passé tout crème, tout calme. Il y a des moments très drôles. Ouais. Là, j'étais joué à Tetris. Il y a des moments très drôles, c'est des couleurs plutôt pastel, pas très vifs en couleurs, tu vois, t'es tout de suite dans l'ambiance. Et en fait, il y a aussi des histoires parallèles à côté, des amis, et en fait, c'est toujours aussi touchant et tu te dis, voilà, c'est une petite tranche de vie que tu vis, en fait. Et je me dis, voilà, ce qui m'a touché le plus dans cet animé, c'est en fait que Yuki partage sa vision du monde, de son quotidien, des questions qu'elle se pose, de la façon dont elle peut être perçue, surtout par les autres, en fait. Et ça, on n'a pas toujours vraiment l'idée ou ce ressenti, en fait. Je trouvais ça très mignon, en fait. Est-ce que Itsumi va vraiment réussir à sortir Yuki de son monde silencieux, mais qui est pourtant très coloré, parce que malgré tout, elle est super curieuse, super attentive, et il est très attentif. Il fait très attention quand il parle avec elle. Il lui demande si elle lit sur les lèvres, des choses ainsi. Donc, c'était quand même assez surprenant. Surtout qu'en fait, cet animé vient d'un manga, illustré par deux auteurs, Setsu et Morishita. Ça a été publié en 2019, plus ou moins. Et en fait, ils ne connaissaient absolument pas du tout l'univers des personnes sourdes, en fait. Et donc, ils se sont renseignés, ils ont lu beaucoup de bouquins, ils ont été voir plein de gens. Et en fait, c'est touchant de voir comment ils ont réussi à reproduire et à te faire vivre, en fait, ce qu'une personne sourde peut vivre, sans pour autant te dire, voilà, c'est un handicap, on va un petit peu prendre pitié, non, tu as juste envie de l'aider, de la pousser encore plus, en fait. C'est ça qui était chouette. Et il faut savoir que ce manga, qui est devenu un animé, ils en ont aussi fait une pièce de théâtre, ils en ont fait une comédie musicale aussi au Japon en 2021, quoi. Donc voilà. A Sign of Affection. C'est très joli, ça me rappelle un peu l'esthétique du... Comment il s'appelle ce joli manga tiré
où c'est un chasseur de yokai qui se promène très pastel comme ça, un peu esprit aquarelle. Ah, je crois que je vois. Attends, chasseur de yokai, pastel. Oui, je sais, c'est un thème qui revient souvent, évidemment. Écoute, je vais chercher et si je trouve le bon, je te l'envoie. Yokai Hunter. Bien tenté. Easy, quoi. D'ici la fin de l'émission, ça me reviendra. Le pacte des yokai. Une des dernières fois, tu nous avais fait découvrir des jeunes adultes qui jouent au handball. Et là, pourquoi pas. Salaryman. N'hésitez pas à écouter si ça vous intéresse. C'est pas le premier. La première recommandation d'Angela, c'est toujours intéressant et c'est toujours moi. À chaque fois au début, je me dis ouais, c'est pas du tout, je suis pas le public et au final, hop, t'arrives à m'attraper et je regarde et c'est super chouette. Donc merci ça à fait toi. super plaisir. Merci Angela. Voilà. Bah c'est chouette. Ça vous dit, Julien, Catherine, toi qui vas nous parler après de totalement une autre atmosphère. Pas trop pour les choses romantiques. C'est clairement pas. Les trucs tranches de vie, personnellement, j'en vois très très peu. En plus, c'est vrai que ces temps-ci, j'ai pas mal d'animés que j'aimerais bien rattraper, mais j'avoue que celui-là a l'air très cute. Dans le même thème, ça me rappelle, je crois que le titre c'est la Silent Voice que j'avais vu à l'époque, qui du coup Oui, tout à parle fait. aussi d'une personne sourde, si je me trompe pas. Mais qui du Non, coup, elle est-ce que c'est un était peu dans ce muette style? en fait. Donc c'est un peu Pardon, dans le même style en fait. Ouais, c'est un peu dans le même je me trompe, c'est pour ça. Non, pas de souci. Oui, du coup, est-ce que c'est un peu dans ce style-là aussi, peut-être moins dur. C'est Silent plus Voice doux, était quand même très beaucoup dur. plus doux en fait. C'est vraiment, allez, quand je dis vraiment là, je dis tranche de vie actuelle, c'est qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de coup fourré. C'est vraiment des gens, leurs problèmes dans la vie de tous les jours, comment que ça se passe, comment elles voient les choses, quoi. Tu vois, c'est vraiment tranche de vie, quoi. Ok. Oui, du coup, moins, on va dire, piquant que Silent Voice, qui lui parlait aussi de violence scolaire ou des trucs comme ça. Ouais, mais bon, là, il y a aussi toutes les situations cocasses avec des malentendus et des choses comme ça. C'est plus doux, quoi. Allez, Une histoire de je dis quand salade, même un peu tomate, de oignon, douceur, quoi. Oh, avec du coriandre par-dessus. Ok. Ben, merci Angela. Merci. N'hésitez pas à dire en commentaire si... de Your Name un peu, tu trouves pas? C'est j'ai pas vu. Très beau film Your Name de chez Pika Édition. N'hésitez pas à dire en commentaire si Makoto Shinkai. Voilà. Il y a un peu ça. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez vu la série et si vous avez aimé. Et puis on va alors. J'ai envie quasiment de lancer le trailer comme ça, rien que avec du son, rien que pour changer l'ambiance directe et pas faire de transition. Ça va être brutal. Ouais, ça va être brutal puisque là, on change complètement d'atmosphère. Allez. Ouais, c'est pas vrai, ils aiment bien faire des bisous à des gens. Un peu gluant, non? How's our girl? She's ready. Eh bien, c'est ça. Je voudrais proposer un petit peu un état des lieux de ces deux grandes sagas du cinéma américain que sont la saga Alien et la saga Predator. Alors, il est très peu probable que vous ne connaissiez pas soit Alien, soit Predator, mais je vais faire un très, très petit résumé de chacune. Donc la saga Alien, ça a commencé en 1979, du coup sur un premier film. L'alien, c'est une créature tueuse, un parfait chasseur venu d'une autre planète et qui va décimer dans le film un à un les passagers d'un vaisseau cargo. Et on suit notamment dans chaque film le personnage de Ripley, suivi de cette quadrilogie une tentative de prequel avec 2 films qui ne recevront pas bien sûr l'accueil critique voulu.
Et de l'autre, du coup, on a la saga Predator qui commence en 1987 avec un premier film où on suit un groupe de commandos bodybuilders à peine clichés qui du coup se retrouvent face à un prédateur. Le prédateur étant bien sûr lui aussi un chasseur ultime. Mais contrairement à l'alien qui est plutôt un chasseur animal, le prédateur, lui, est issu d'une culture, on va dire d'une civilisation plutôt avec une culture de l'honneur, de la guerre et de la chasse. Et donc il va aussi décimer un à un le commando, ne laissant bien sûr qu'un seul survivant. Il y aura une suite à ce premier film qui se passe, lui, pas dans une jungle, mais dans une ville. Et une tentative de reboot nulle et une deuxième tentative de reboot encore plus nulle, ce qui est un sacré exploit. Et en 2025, du coup, on en est T'as oublié les déjà avant crossovers. Il y 2025. a quand même eu quelques crossovers. Oui, pardon, je sursaute mes premières lignes. J'allais dire, je sursaute mes premières lignes. Ces deux sagas ont tellement finalement de points communs dans cette idée de chasseur et de chasse que du coup, effectivement, en 2004, il y a eu un Alien versus Predator qui était sympathique, puis une suite dont on ne parle pas, pour des questions bien sûr d'élégance. Et donc, à partir des années 2020, les sagas s'étaient un petit peu essoufflées, mais elles sont revenues toutes les deux en force, un peu en même temps d'ailleurs, pour des histoires de rachat, de Disney, blablabla, je passe les détails. Mais du coup, on s'est retrouvés en 2022 avec un nouveau film Predator prêt, et on s'est retrouvés en 2024 avec un nouveau film Alien Romulus, qui ont été très bien salués par la critique et le public, et par moi aussi. Je trouve personnellement que ce sont, pardon, je m'étouffe, de mon film. Mais en 2025 précisément, on a eu d'un côté un film d'animation Predator Killers or Killers, et de l'autre une série Alien, Alien Earth. Pardon, T'as un alien dans la gorge. Ouais, une critique T'as très traîné courte, où ces derniers jours? Parce qu'il a bouffé le chat. Et donc je voulais proposer un petit peu une critique croisée finalement du film et de la série. Et donc on a du coup, tu as lancé un petit peu le trailer de Alien Earth, que tu peux du coup relancer en silence puisque je vais le résumer un petit peu pendant qu'il défile. Et du coup, Alien Earth est un film qui, comme Alien Romulus, revient à l'époque un peu du premier film, puisqu'il nous raconte, du coup, contrairement au film précédent, une histoire qui se passe sur Terre, puisque un vaisseau spatial de la compagnie Weyland s'écrase sur la Terre. À son bord, il y a un alien et d'autres espèces extraterrestres, et on va suivre un espèce de Elon Musk, un petit peu fou, scientifique, qui va récupérer ces aliens et qui en même temps est aussi en train de créer un nouveau type de robot androïde dont j'ai oublié le nom, mais qui du coup sont des enfants malades qui sont transférés dans des corps de robots. Donc une série qui se passe un peu en huis clos sur une île et qui nous propose un peu tout et n'importe quoi, mais qui finalement sera surtout n'importe quoi. Et de l'autre, du coup, si tu veux bien montrer le film Predator, pardon. Et du coup, dans un truc extrêmement différent, du coup, la saga, elle, Predator après Prey, du coup, nous propose, lui, par contre, un film d'animation de 90 minutes, donc pas très long, Killers or Killers, qui, comme son nom, va nous proposer, du coup, de suivre 3 histoires séparées de différents tueurs qui vont se retrouver chassés par le prédateur. Et ce qui est très intéressant dans ce film, du coup, c'est qu'il y a 3 périodes historiques. Donc, nous avons des Vikings en Scandinavie, nous avons du coup une histoire dans un Japon féodal, et une troisième, du coup, un aviateur de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, si j'ai décidé de mettre ces 2 séries et films en parallèle, c'est pour prouver une fois pour toutes que, en 2025, c'est bien Predator qui s'en
s'en tire le mieux et qui gagne pour moi ce match, puisque nous avons d'un côté un film d'animation qui, d'ailleurs vous pouvez le voir sur les images, est plutôt extrêmement bien réussi, un film qui se concentre sur ces scènes de combat et de chorégraphie, qui est finalement très peu verbeux, qui est très stylistique, par exemple avec tout le passage sur le Japon féodal, qui est uniquement sans dialogue à part un ou deux à la fin, mais du coup uniquement rythmé par une histoire, des combats, etc. Et puis de l'autre, nous avons Alien, la série Alien Earth, 8 épisodes de 1 heure, c'est long, et je peux vous dire que en 8 fois 1 heure, eh bien, il se passe rien. Il se passe rien. Je vous ai cité, je vous ai cité un vaisseau spatial qui s'écrase, je vous ai cité des scientifiques qui vont du coup étudier des aliens, des nouveaux robots avec des nouvelles questions sur l'immortalité. Eh ben, tout ça, vous pouvez complètement l'oublier, puisque la série va passer absolument 8 fois 1 heure à brasser du vent. Et donc, je ne peux que vous inviter, finalement, à vous réjouir plutôt du prochain film Predator qui sort le mois prochain, qui du coup s'appelle Predator Badland, qui lui a un concept qui vend du rêve, dans ce film-là, on suivra plutôt un prédateur qui part sur une planète pour sa première chasse et qui va faire équipe avec une jeune androïde coupée au niveau du ventre. Donc, il va se retrouver à porter sur son dos le dos. Et j'allais justement vous demander, est-ce que vous avez vu ou pas la série Alien Earth ou le film Predator Killer of Killers? Ça m'étonnerait pour ce dernier parce qu'on en a beaucoup moins parlé. Écoute, moi je suis resté sur Prometheus. Non, j'ai pas vu, mais les images que j'ai vues là me font vachement penser au design d'Arcane, la série qui était sortie sur League of Legends. Killers of Killers. C'est vraiment quali, hein. Ouais, ça fait beaucoup envie, hein. Pour les gens qui nous auront qu'en audio, Arcane, je sais pas si vous vous souvenez, c'était cette série qui avait qui était devenue un banger instant, quoi, fait par des fans de League of Legends, qui avait même séduit des gens qui ne connaissaient pas le jeu, qui n'étaient pas des joueurs de League of Legends. Et pour le coup, c'est moins stylisé qu'Arcane, on va dire, il y a moins ce côté animation 2D vraiment mis dedans, mais je vois ce que tu veux dire dans le côté cette 3D plutôt très bien maîtrisée et tout. C'est vrai que ça évoque un petit peu Arcane pour le coup. Quand j'avais entendu le film d'animation, c'était un peu le truc qui m'avait effrayé. Je m'étais dit, est-ce que si c'est pas de la 2D, est-ce qu'ils vont faire un truc un peu comme Disney avec son odieuse animation de What If ou de Marvel? C'est marrant que tu dises ça parce que généralement les spin-offs de franchises qui sont faits en film d'animation ces dernières années ont plutôt eu tendance à renouveler un peu le genre. Je pense je pensais au visuellement en multiverse termes de de 3D. Spider-Man, je pense au spin-off qu'il y avait eu entre les 2 saisons de la série de Altered Carbon, par exemple. La version animation est très intéressante. Pour moi, ça me rappelle à l'époque de la sortie de Matrix, le film Les Animatrix qui Animatrix, était sorti et qui avait totalement renouvelé un truc dont on pensait avoir fait le tour, quoi. Ah oui, mais c'est parce que je le compare justement en termes de, on va dire, de 3D plutôt moche à la 3D de Marvel What If, parce que justement, là, on est sur une 3D qui pour moi ne va pas du tout, et en plus ils n'arrêtent pas de l'utiliser parce que c'est des débiles, bref, sûrement pour des économies, mais là du coup le film est très très beau, et surtout ce que je trouve, et comme tu dis, ce que je trouve aussi intéressant, c'est de me dire aussi que Killers of Killers, je pense, moi j'en ai entendu parler parce que forcément je suis intéressée par les sagas, mais je pense que beaucoup plus de gens ont vu la série Aliens Earth, qui d'ailleurs beaucoup de youtubeurs, beaucoup de critiques ont souligné beaucoup de défauts qui sautent aux yeux. Beaucoup moins de gens ont vu Predator Killers of Killers, qui, si pour les gens qui ont aimé Prey, qui ont justement aimé ce côté, tiens, on visite d'autres époques, tiens, qu'est-ce que ça donnerait un prédateur dans un Japon féodal, 40-45, ou contre des vikings. C'est drôle ce que tu dis. Il y a peut-être un préjugé générationnel, ça c'est intéressant. C'est genre, on a une génération d'écart, toi et moi, et moi je fais partie de la génération où Alien c'était un cran vraiment au-dessus de Predator en termes de licence. Predator c'était le film de monstre, pam pam paf paf, quoi. En gros c'était la continuité logique des films de bagarre des années 80 mais en version SF. Et puis à côté de ça t'avais Alien
où c'était encore plus, c'était la réinvention du genre de l'horreur avec un monstre que tu vois pas les 3 quarts du temps et c'est pour ça qu'il est flippant. C'était la réinvention du personnage de Ripley avec cette nana qui crève l'écran. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a après l'avoir vue, c'était la seule qui arrivait à faire face aux aliens. Je veux dire, les bonhommes se font tous découper en tranches parce que c'est tous des abrutis. C'est vraiment la nana qui te donne envie d'être féministe, quoi, si tu veux. On a tous envie d'être une féministe comme Ripley, quoi. Mais justement, c'est pour ça que je trouve, c'est pour ça que je trouve marrant qu'en 2025, là où moi j'ai beaucoup aimé Romulus et après Romulus, quand j'entends parler d'une série Aliens et puis le film d'animation Predator, je me dis génial, on va pouvoir voir s'ils continuent tous les deux sur cette séquence-là. Et en fait non, la série Alien est nulle et Predator, le film, il est très très bien. Donc ça fait je sais pas combien pour Alien et au moins 1 pour Predator. Alors, moi, si je peux me permettre... Peut-être que c'est plus riche dans les jeux vidéo aussi. Enfin, toi, Damien, qui est un gamer de longue date, tu pourrais peut-être... Ouais, j'ai pas énormément joué aux jeux vidéo Alien, etc. D'ailleurs, il y a Alien Isolation, que tout le monde cite comme jalon dans la saga Alien, et c'est quasi devenu un des jalons au milieu des films, etc. Alien Isolation... mais pas le son surround. Sinon ton cœur tiendra. Voilà, c'est ça. Non, moi, je peux me permettre quand même... alors, certes, Predator, c'était... mais un peu à la manière d'ailleurs de Alien. À la base, c'est du film de série B quand même. Hein. Sauf que t'as quand même 2 grands réalisateurs qui arrivent à sortir ça de la série B. Ridley Scott pour le premier Alien. Le deuxième, c'est... aidez-moi. Danny Glover, avec Danny Glover, mais j'ai oublié le réalisateur. Non, le deuxième. pour les films Alien, James Cameron. Oui, le deuxième Alien, c'est Avatar. C'est Cameron, voilà. Cameron. Donc, on a quand même 2 grands réalisateurs qui se succèdent et qui arrivent à installer quelque part ce film de SF au-delà juste du film de genre. Et donc, plein de gens, quelque part, il arrive à percer le mur du son. Le premier Predator, pareil, mine de rien, c'est McTiernan qui est derrière. C'est extrêmement bien réalisé. Alors certes, ça peut paraître bas du front, etc. Mais c'est un petit bijou de réalisation. C'est un truc de malade. Et effectivement, le scénario tient. Oui, vas-y. J'allais dire, moi personnellement, Julien, le côté, on va dire, Alien, c'est plus intellectuel et Predator, c'est plus, on va dire, plouf plouf plan plan. Je dirais que c'est un peu un cliché qui suit la saga. Mais à titre personnel, j'ai toujours trouvé que justement que Predator se tape un petit peu cette réputation un petit peu, on va dire, un peu débile, tout en étant aussi extrêmement conscient d'à la fois les clichés qu'il utilise en termes de films d'action, tout en les déconstruction. Je ne sais plus parler. En prenant une construction et hop, il n'y a plus de construction, il les déconstruit, voilà. Alors, c'est la première héroïne badass qui est pas cliché. Ah oui, et Predator, c'est certainement le premier. Comment il s'appelle merde, celui qui a fait la guerre du Vietnam. Pour testostérone. Non, en fait, pour moi, c'est la réinterprétation de. Comment il s'appelle, celui qui fait la guerre du Vietnam là. Platoon. Rambo. Non, mais de Rambo. C'est Rambo. Rambo, pardon. C'est ça. C'est avec la subtilité qui manque à Rambo, quoi. Il est une déconstruction des actionneurs de l'époque, avec notamment cette scène mythique de gros bras qui se saluent et qui se tapent virilement dans le dos, qui font ouais, des trucs à la con. Et les 10 premières, je crois 15 premières minutes, c'est vraiment juste un remake de Rambo 2, et après ils se font défoncer un par un. Il massacre Rambo, c'est vraiment l'intro du film, c'est littéralement ça. Il prend tous les clichés de Rambo et il montre que en fait ils sont tous condamnés parce que c'est des abrutis, quoi. Dire que le Predator devait être JCVD. Ça, c'est incroyable. Oui, à la base, ça devait être Jean-Claude Van Damme qui devait jouer le Predator. Il y a des photos qui montrent le truc. Ils sont en train de niquer, là. Et c'est génial. Alors, si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, sur la réalisation du film Predator, je vous conseille de regarder, d'écouter plutôt le podcast Les Profanateurs de Subculture, Split Screen, qui refont l'entièreté de l'histoire du film, de l'idée de base des producteurs, etc. Comment ils vont chercher McTiernan, comment, etc. Et jusqu'au bout, comment il sort. Ça dure 3 heures.
Et là, vous apprenez des milliards de trucs sur cette histoire, c'est génial. D'ailleurs, si je peux terminer sur cette petite chronique, j'ajouterais quand même que si effectivement Alien nous mettait Ripley en plein dans la tronche et a suivi d'ailleurs que les autres films avec beaucoup de protagonistes femmes en premier rôle, extrêmement badass, etc., je dirais que Predator s'est aussi inspiré de cet aspect-là, puisque que soit Prey ou alors un des personnages de Killers of Killers et le prochain film Predator, il y a aussi du coup, je pense aussi en avant avec Alien et dans Alien versus Predator aussi, beaucoup plus en place des personnages féminins, badass, de premier rang, qui tous ces personnages en plus sont un peu les restes aussi des clichés, on va dire, de slasher, de Final Girl, etc. Donc même toujours encore Predator un peu laissé tomber les actionneurs aussi pour nous présenter aussi plein de nouveaux personnages au final. Merci à Frère Tech qui m'a dit qu'on m'entendait pas sur la deuxième scène parce qu'on l'a fait la deuxième scène à l'arrache et je suis désolé, effectivement mon micro n'était pas activé. Merci à toi, c'est toujours utile de savoir qu'on ne nous entend pas. Voilà, il y aurait encore des milliards de trucs parce que moi j'avais plein de choses à dire sur Alien. Moi j'invite juste les gens à peut-être réserver leur place pour le prochain Predator qui n'est pas sorti, qui j'espère être très bien, sinon mon conseil est pourri. Ouais, alors, mais alors, moi j'ai quand même un souci par rapport à ça, c'est que t'avais bien aimé Romulus. Je comprends pourquoi t'as bien aimé Romulus, mais dire que c'est un bon film, t'as quand même... T'as 10 milliards de lourdeur. Quelque part, on est content de retrouver quelque chose qui saccage pas la licence. Mais c'est comme Joker, moi je trouve que c'est pas un bon film. Ok, il y a une bonne performance d'acteur, mais c'est pareil. C'est tout d'un coup on fait un film un peu potable au niveau de la réalisation et au niveau de la direction artistique et on dit waouh c'est un chef-d'œuvre. Mais non, bah. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec cet avis sur. Je comprends parfaitement. Je suis prêt à faire la paix et à écouter humainement les gens qui trouvent que Romulus ne fait pas autant, et ça c'est vrai. On va dire, de risque, comme avait pu le faire chacun des films précédents, Alien, c'est-à-dire que ce soit Cameron qui reprend ses codes de films d'action, Alien 3 qui du coup part dans un mood très pessimiste, et puis Alien 4 qui a un côté beaucoup plus comédie, un peu loufoque, etc. Je conçois parfaitement qu'on me dira est-ce que Romulus ne prend pas plein de risques, etc. Cependant, moi, j'ai trouvé quand même que Romulus était un excellent film. J'ai trouvé que il introduit pas mal de nouveaux trucs. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on nous introduise cette dynamique frère-sœur qui, pour le coup, dans la saga, n'avait pas vraiment été fait. On avait eu des trucs un petit peu mère, etc. Mais cette dynamique frère-sœur, notamment entre, du coup, personnages Android et enfin, je sais plus, c'est pas Android qui dit dans la saga, on s'en fout, et un personnage humain, je trouvais que leur dynamique était super intéressante. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans Romulus, c'est le fait qu'il fait ce qu'aucun film alien, je pensais, ne ferait jamais, c'est-à-dire ne pas mettre Prometheus sous le tapis. C'est-à-dire que le film décide d'assumer cet héritage, et qu'on aime ou pas, que moi je n'aime pas Prometheus, je n'aime pas Covenant, mais qu'on aime ou pas, je pense que déjà un film qui te dit on assume, on n'est pas fier mais on assume, c'est déjà beaucoup mieux que beaucoup de pseudo-reboots qui n'assument pas leur passé et qui décident de faire comme si c'était pas du tout là. Là, le film, il est droit dans ses bras. Après, c'est toujours le même problème de toutes ces licences. C'est que tant que ça reste une sorte de recommencement, etc., et qu'on ne propose pas... C'est la grande force de Cameron quand il est arrivé sur Aliens. Parce que tout d'un coup, il a pris la même idée et puis il l'a un peu transformée. C'est la même chose entre Terminator 1 et Terminator 2. C'est Cameron pour les deux. Mais pour le coup, je trouve quand même que Romulus, parce que beaucoup de gens lui disent c'est très très proche du premier Alien, je pense quand même qu'il y a un chouïa exagération dans le côté très proche. Non. Moi, c'est pas tellement... C'est parce qu'on retrouve quelques sensations du premier. On n'a pas l'impression qu'on nous crache à la gueule avec... un style extrêmement différent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'on nous prend pas complètement pour des pigeons.
Voilà, et déjà, Mais c'est pas mal. je sais que c'est le sentiment de beaucoup de gens. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas. Moi, j'ai trouvé justement que le film restait assez intelligent sur ses emprunts, tout en proposant du neuf avec du vieux, comme on dit. Et je trouve justement que Romulus ne fait pas partie de ces films qui justement, sont vraiment des remakes déguisés, comme ça a pu l'être, par exemple, pour Star Wars 7. Oui, non, mais ou, là, le remake de stop, Terminator, stop. Ok, bah n'hésitez pas en commentaire, dites ce que vous en pensez de ces franchises, etc. et de quelle manière, en espérant quand même qu'ils arrivent à faire des choses intéressantes avec ces personnages, parce qu'effectivement, c'est des personnages qui sont devenus mythiques, et on a envie de voir que des... En fait, il faut laisser des créateurs jouer avec. Ça sera bon ou moins bon, mais au moins il y aura une proposition artistique. C'est ça que fait Predator, par contre. Autant Alien, il se repose un peu sur le relier. Par contre, du coup, si vous voulez du neuf, du vraiment neuf, pour le coup, c'est la saga Predator qui gagne. Tu m'as convaincu, j'irai voir Predator. Allez. Predator Et on aussi. enchaîne parce que là, il commence à être tard. Voilà. Désolé, je me suis laissé emporter. Non, mais c'est tout le monde. Là, on a cette discussion. Et si on a envie de terminer pas trop tard, on va essayer de passer au prochain sujet. Alors, Jack Control, c'est encore sans transition du tout. À part qu'à la limite, on est dans une société de contrôle dans le Alien, et là, on est pareil. Est-ce qu'on va arriver dans une société de contrôle? Alors, Chat Control, je vais essayer un peu de vous faire un petit débrief quand même de ce que c'est que Chat Control. Alors, Chat Control, c'est un règlement européen qui s'est fait appeler Chat Control, mais ce n'est pas en fait le titre du règlement européen. Le règlement européen, c'est Règlement de l'Union européenne visant à prévenir et à combattre l'abus sexuel d'enfants. Donc, le but de base, c'est de lutter contre la pédophilie. Ça, c'est ça qui est annoncé dans l'intitulé du règlement européen. Mais derrière, le problème, c'est que... Qu'est-ce que tu dis? Tu peux peut-être l'afficher. Tu cliques dessus, en dessous, règlement, établissement, machin, non? Ouais. Bah, je vais l'afficher quand on en parlera tous, à la limite, si vous voulez. Parce que bon, c'est un papier européen, vous cherchez, ou mettez le lien dans le chat. Mais donc... c'est une commissaire qui l'a porté, et elle le porte depuis mai 2022, donc c'est quand même un projet qui est sur la table depuis longtemps. Pourquoi ça fait réagir tout le monde? Parce que, en gros, l'idée, c'est que dans toutes les messageries privées, les fournisseurs de ces messageries seraient obligés de laisser une backdoor, une porte ouverte, pour que la justice puisse aller inspecter les échanges de messages privés. Évidemment, là, vous vous rendez bien compte que pour l'instant, on parle de pédophilie, mais derrière, le glissement, ça ouvre une possibilité d'espionner n'importe quelle conversation, et puis derrière, il y a un glissement. Après, ça sera pour contrôler les terroristes, puis après les opposants politiques, puis après monsieur et madame tout le monde, voilà, et on arrive tac. Donc, sans compter... Ils veulent du bien. sans compter derrière que toutes les messageries sont pas obligées de jouer le jeu, et donc on pourrait... qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ceux qui, quelque part, se cachent, arriveront toujours à se cacher, parce que tu pourras toujours utiliser une messagerie, je sais pas moi, celle qui est russe, là, d'origine russe à la base. Telegram, qui joue pas le jeu pour l'instant de partager ces trucs, et dans ces cas-là, et par contre, le tout venant sera espionné du début jusqu'à la fin. Donc, ça pose quand même un problème, soi-disant, de vie privée, d'échange. Normalement, souvenons-nous, à l'époque du courrier, ouvrir un courrier de quelqu'un, c'était passible d'une peine importante. C'est la même chose aux États-Unis, c'était même de la prison, etc. C'est un crime fédéral d'ouvrir des lettres. Et là, tout d'un coup, on s'amuse à ouvrir toutes les lettres de tout le monde et toutes les conversations. On peut se dire, j'ai rien à cacher, c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'est-ce que t'as pas à cacher, et qu'est-ce que tes opinions politiques, de ce que tu dis sur un tel ou un tel, etc.
ça peut aller très très vite au niveau, comment dire, Dans la dérive. très très vite en dérive. On l'a vu notamment au niveau français, puisque une partie de l'état d'urgence après les attentats de 2015 sont passés dans le droit commun. Ça, c'est les premières mesures qu'a pris Macron en arrivant au pouvoir. Et elles ont été utilisées en 2015. Certes, contre quelques terroristes, etc., mais globalement, ça a été utilisé contre notamment les militants au niveau du sommet. Alors, ouais, il y a les gilets jaunes après, mais surtout au niveau des militants politiques pour la COP 21. C'était la COP 21 qui s'est passée à Paris, où concrètement, ces outils-là ont été utilisés contre ces opposants politiques. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a même pas besoin d'attendre que l'extrême droite soit au pouvoir. Nos dirigeants utilisent déjà ces outils. Et après, est-ce qu'on est... Alors, pour certains, là, il y a un glissement de tous nos États et de tous nos gouvernements vers... alors, si c'est pas l'extrême droite, en tout cas... C'est avec le fait qu'ils le fassent dans notre dos et avec le fait de le rendre légal. Parce qu'à partir du moment où tu l'institutionnalises, ça veut dire que potentiellement, ils peuvent forcer justement par voie légale les opérateurs à se conformer à cette obligation de transfert de données. Alors, tout à fait. Alors, il y a Correcto qui nous dit « L'intention est bonne, mais comment va être gérée la sécurisation de cette backdoor au vu des déboires de notre incroyable sécurisation informatique en Europe ?» Oui, c'est ça, en Europe. C'est ce que j'allais dire, on est en retard à ce niveau-là, quoi. Nous, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je veux dire, si tu fais confiance à ces gars-là pour se développer un truc correctement qui marche et qui n'y ait pas de fuite, c'est sûr que c'est mort dans l'œuf, quoi. Faites confiance mais à l'attention, mais l'attention, elle est, comment dire, elle est même pas louable dans le sens où c'est un prétexte. Utiliser le prétexte de la pédocriminalité, ils l'ont toujours fait. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont défendre la peine de mort en disant la peine de mort sauf pour les pédophiles. Ils n'y pensent pas une seule seconde. On utilise ce joker-là parce que personne, évidemment pour des bonnes raisons, ne va dire qu'il faut défendre les pédocriminels. Mais en attendant, les associations qui luttent justement contre ces sujets-là, elles se plaignent tout le temps qu'elles n'ont pas les moyens, elles se plaignent tout le temps que les victimes, notamment les enfants, ne sont pas écoutés quand c'est dans des cadres notamment familiaux. Pour moi, dire c'est un truc pour lutter contre la pédophilie, c'est à l'heure. Ils n'en ont rien à fiche de ces sujets-là. C'est juste un moyen de surveillance. Je ne pense pas une seule seconde qu'ils pensent vraiment pouvoir sauver qui que ce soit de ce genre de trucs-là. C'est ce que disait Karl Zero dans son interview récemment, parce que Karl Zero milite depuis plus d'une dizaine d'années avec sa fondation, justement pour faire tomber les gens, c'est des notables, hein, je veux dire, ils se frottent à des réseaux organisés et de gens qui se défendent mutuellement, politiques, juges, médecins. Enfin, je veux dire, on parle boîte à boîte. Qui ont une situation sociale qui sont en mesure de faire d'effectuer des pressions et je pense que là, oui, c'est ça, il faut balayer devant notre porte. Avant d'aller refiler de l'argent à un techos ou à un flic en goguette, il faudrait commencer par balayer devant sa porte et donner aux gens Non, on revoit la boîte. Ouais. Non, ne vous inquiétez pas. Vous la voyez, mais pas les viewers. Donc, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ah, ok. Toutes mes excuses. Désolé, je t'ai coupé, mais ça paniquait le fait qu'on puisse voir ma boîte mail, effectivement, à juste titre. Non. Mais, on le voit aussi aux États-Unis avec Trump, etc., qui n'a aucun problème à défendre ses potes pédos. Oui, il y a toujours en suspens d'ailleurs l'histoire de l'affaire Epstein dans laquelle ils sont tous aussi impliqués. Moi, on a les dossiers, mais on les a perdus. Enfin, oui, non, finalement, il n'y a pas de dossier. Finalement, si, on a tout surligné, c'est bon. Alors, je vous partage dans le chat. C'est des dossiers qui sont ouverts, donc tous ces gens sont suspects. Hein. On n'est pas en train de jeter des pierres avant qu'ils soient condamnés, mais bon, faut arrêter les conneries quand même. Effectivement, même, comme tu l'as très bien dit, il y a des gens dont c'est le boulot et qui s'en occupent et qui n'ont pas les moyens de le faire correctement. Donc, qu'est-ce qu'on va aller en plus donner de l'argent à des technocrates pour faire un boulot que des gens compétents sont déjà en train d'essayer de faire et qu'on leur laisse pas faire correctement.
Alors, la première chose, c'est clair, il faut se rendre compte que la pédophilie, c'est un truc de fou. C'est énorme. Je sais plus la proportion du nombre de gamins dans une classe. Je crois que c'est 5 par classe, quoi. C'est par groupe de 20 élèves, c'est 5 élèves qui ont connu la pédophilie, quand même. C'est un truc, c'est massif. C'est pas 3 trucs dans un coin, etc. C'est vraiment quelque chose de massif. Notamment dans un cadre familial, et il faut préciser aussi. Oui, ah non, mais alors, c'est en plus, oui. Il suffit de fliquer Roblox pour trouver du pédolapel. Sans doute, effectivement, Roblox, oui. c'est un vrai problème. Effectivement, c'est dans le lien familial la plupart du temps, hein, les viols, etc. C'est aux alentours, etc. Et effectivement, dans ces cas-là, la première chose, si on voulait quand même réellement lutter contre ça, il y a toute une série d'associations, de lois, etc., qu'on pourrait déjà faire pour, en tout cas, limiter le nombre de victimes, on va dire ça de cette façon-là, très très vite. Je vous ai partagé aussi, de l'autre côté, la Quadrature du Net, qui est une association qui réfléchit à notre relation à Internet et au niveau citoyen, comment se positionner, etc. C'est intéressant puisque eux, ils ont leur point de vue aussi sur chat control et sur la problématique de contrôle. Donc voilà, je vous laisse le lien pour que vous puissiez le lire. On va pas le lire ensemble là. Mais par contre, moi, je vais vous partager le point de vue d'un policier qui travaille justement sur la cybercriminalité et qui a régulièrement des cas de pédophilie. Alors, je vais le paraphraser, je vais pas exactement dire lui, j'espère que je vais pas le trahir, si jamais c'est le cas, désolé. Mais je vais essayer de trahir. Alors, en gros, d'abord, il dit que, en gros, les criminels et les pédocriminels, hein, de manière générale, ne manquent jamais d'ingéniosité pour se fournir, en fait, et pour trouver les moyens d'atteindre leur cible. Donc, globalement, c'est une lutte sans fin, malheureusement, et quel que soit ce que tu vas mettre comme barrière, etc., tout ça, il y a des moyens de passer à travers, etc., etc. Ça va permettre peut-être, chat control, de cibler certains individus, mais en gros, ce qu'il dit, et ça c'est une chose qui m'a confirmé aussi, c'est qu'en fait les réseaux, de manière générale, les réseaux sociaux et énormément de réseaux sont déjà hyper surveillés de ce point de vue-là. Vraiment. La NSA, notamment, surveille l'entièreté de la plupart de nos communications. Sachez-le. Et la Belgique, pour nommer juste la Belgique, justement, comment on dit dépend, en fait, c'est les États-Unis qui contrôlent le web à ce niveau-là, pour ce genre de choses. C'est les États-Unis qui contrôlent le web pour la Belgique. Ça m'étonne pas. Parce que la Belgique n'a pas les moyens, c'est un petit pays, n'a pas les moyens d'avoir les mêmes genres de moyens que la NSA, et donc c'est les Américains qui le font pour les Belges. Donc, sachez déjà que la plupart des messages et autres images et machins que vous partagez sont déjà scannés. D'office. Voilà, ça, sachez-le, etc. Donc, c'est déjà le cas quelque part. Hein, voilà. Et donc, effectivement, derrière, il y a d'autres moyens pour, justement, les criminels et de tout poil d'éviter, justement, ces contrôles-là, etc. Parce que sinon, ils tomberaient assez vite. C'est toujours un jeu du chat et de la souris, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut dire aussi que Telegram est très utilisé pour ça, et le chat control ne réglera pas le problème de Telegram, donc voilà, soyons clairs. Donc c'est toujours le même problème d'avoir la bonne cible, etc. Ils utilisent aussi BitTorrent, beaucoup, et le Dark Web. Et donc, il décrit aussi que la plupart du temps, les pédocriminels sont très isolés, très discrets, ça s'affiche pas, etc. Donc, c'est compliqué quelque part d'aller les chercher à travers ce genre de messagerie, etc. C'est pas forcément évident. Hein. C'est pas, faut aller les chercher. Il faudrait aussi des formations dit correcto de qualité en Belgique pour les parents afin d'encadrer les enfants face au numérique. Oui, ouais, ça, c'est ultra clair. Il faut aussi, et ça, c'est un truc moi qui me rend fou.
éduquer à la sexualité des enfants. Alors, pas pour leur dire, oui, c'est comme ça que, etc., mais simplement leur dire, c'est leur corps, ce genre de choses, non, un adulte peut pas te dire de le faire, etc. Et ça, là, les mouvements, on l'a vu avec Betaram, etc., mais les mouvements, on va dire, droite chrétienne qui veulent absolument pas ce genre d'éducation, c'est un boulevard pour l'adulte qui dit « Ouais, ça reste entre nous, hein, c'est notre petit secret. » Voilà. Et c'est horrible. Donc, il faut justement avoir des lieux où l'enfant peut se rendre compte que ce qu'on lui fait n'est pas normal. Et des lieux où il peut en parler, etc. Donc, mettre de l'argent où il faut, voilà. C'est pas la panacée, je sais pas si un jour on arrivera à sortir de ce genre de truc, mais au moins, effectivement, mettre les moyens, je pense, plus là-dedans qu'un énième moyen de contrôle qui va être utilisé pour autre chose, a priori, que pour ça, même assez rapidement. Correcto qui nous dit clairement, InfoJeune fait des chouettes choses en Belgique, en tout cas, pour la sexualité des jeunes. Donc, voilà. Alors, je continue un petit peu, parce que c'est intéressant d'avoir son point de vue de ce point de vue-là. Alors, c'est un échange d'SMS, hein. Donc c'est pas un vrai interview, on n'a pas pu le temps de creuser, etc. Il était tard le soir, il m'a répondu, donc c'était une réaction sur le vif, il connaissait pas vraiment chat control, etc. Donc je précise parce que c'est pas non plus, je pense que si on a fait une vraie interview, il y aurait sans doute des choses plus proches de son travail qui sortiraient. Mais il dit que de toute façon, la problématique, c'est surtout que en fait, les messageries ne dénoncent pas, ne jouent pas le jeu. Parce qu'elles ont des filtres, elles ont des choses pour détecter justement ce genre de messages, ce genre de photos, etc. Et qu'en fait, c'est pas dénoncé. Il y a un super documentaire sur justement ne pas laisser les réseaux sociaux aux jeunes parce que ça crée des problèmes et où on voit, c'est prouvé que Facebook notamment met en relation des jeunes filles avec des hommes. Pourquoi? C'est l'algorithme qui fait ça, etc. Et ça les met en relation, c'est complètement fou, quoi. Ça me tue. Donc il y a aussi le problème des algorithmes et de la manière dont en fait arrivent devant les yeux certains contenus. Pourquoi? Comment? Et là, il faudrait vraiment, je pense, avant même un contrôle des messages privés, regarder les algorithmes, avoir réellement un contrôle citoyens sur ces algorithmes, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, comment, etc. Et si on peut pas les avoir, on interdit simplement ces réseaux. Voilà, ça peut être une solution. Mais voilà. Il propose aussi, il parle d'une fermeture du dark web. Alors ça m'a vraiment surpris. Comment ils vont faire? Pour moi, le dark web, c'est pas possible de le fermer, puisque par définition, c'est des sous-réseaux du web. Mais en fait, pour lui, c'est un des plus gros problèmes, le dark web. Et notamment, il dit, il faut simplement, par exemple, supprimer des outils tels que Tor, etc. Pour moi, c'est pas là. Les interdire. Alors, pour moi, les interdire, d'accord, mais ça n'empêche. Non, mais d'un, il y aura d'autres choses. Deux, ça n'empêchera pas les criminels qui veulent finalement les utiliser de les utiliser, puisqu'ils sont déjà dans la criminalité, un peu plus ou un peu moins, ça changera pas grand-chose. Par contre, des gens qui ont besoin quelque part d'être anonymes, alors certes, ça peut représenter Epsilon avec ça, mais des opposants politiques dans un pays où ça commence à devenir compliqué, ou voire même très très compliqué, ou des journalistes qui veulent protéger leurs sources, etc. On voit même qu'en France, lorsqu'il y a eu des problèmes justement de sources, où l'État français a cherché à savoir qui donnait les sources aux journalistes, les fuites au niveau des ventes d'armes, par exemple. Il y a eu une vraie pression de la part du gouvernement français. Si Tor n'avait pas été utilisé, la source aurait été décrite, et voilà, et tac. Donc, il ne faut pas croire que ça arrive juste dans les dictatures, hein. Ça peut arriver même dans nos gouvernements, etc. Même si, voilà, on en reparlera avec toi tout à l'heure, Julien, sur notre État. Voilà. Je vais les lieux de la faire parole libre, c'est aussi les lieux de construction de la résistance, quoi. Et oui, il faut être honnête. Je veux dire,
on vit pas dans des démocraties, enfin, pour ceux qui appellent encore ça démocratie, qui sont toutes blanches, quoi. Enfin, donc c'est une évidence que, voilà, ça c'est une chose. D'autre part, le dark web, c'est pas un truc monolithique, c'est extrêmement complexe. Donc, je veux dire, tu peux l'interdire, mais comme de toute façon les 3/4 de ce qui est dedans, c'est illégal. C'est déjà illégal à la base. C'est déjà illégal à la base, donc tu peux mettre un label dessus, mais par contre, en termes de technologie, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est la complexité technique, la créativité technique qui est derrière, l'ingénierie que ça engendre, elle est monumentale au regard des mécaniques de développement traditionnel, des produits qui sont validés, qui passent par GitHub, etc. quoi. Donc en fait, c'est plutôt sain qu'une société se réinvente en permanence des moyens de communication alternatifs, ce qui prouve bien que si le lieu du débat contemporain il est plus sur la place publique ou chez le boulanger parce que tu as peur que ton voisin te dénonce, tu trouves un autre moyen de discuter de sujets qui fâchent, et qu'il faut pouvoir le faire. C'est fondamental. Par contre, l'autre question que ça pose, c'est comment se doter de limiers et former des limiers. Je rejoins cette personne qui est dans le chat et qui amène la question de la formation, à la fois de la formation des citoyens et la mise en contact des familles avec ces problématiques, mais aussi de la formation des gens qui vont intervenir là-dessus. En gros, si tu laisses que des flics qui sont très à droite vent debout pour défendre leur retaillot, attention, un truc comme ça, il y a une marge entre les gens qui sont spécialisés dans le domaine. Alors certes, après, ils peuvent avoir des idées politiques et laisser passer des choses et contrôler des choses, on est d'accord, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, je pense clairement que les policiers qui sont chargés de ce genre de dossier, que ce soit de la cybercriminalité en pédophilie, mais du blanchiment d'argent, toute une série de choses, etc., ils font leur boulot, c'est la partie enquêteur, et là, on n'est pas du tout dans le même genre de choses que, on va dire, la police contrôle de population, etc., qui pose plein de problèmes à côté. La partie enquêteur, mais est-ce qu'ils sont assez aussi? Ça, c'est un souci. Lui, il me disait que quand il avait réussi à coincer quelqu'un, justement, au niveau de ce genre de dossier, il se disait, putain, j'ai gagné ma journée. Et il disait, des fois, c'est un vrai chat et souris. C'est-à-dire, la personne arrive à tromper le juge, mais le juge a un minimum de doute, donc redemande une expertise sur tel ou tel truc. Et là, il regarde, il se dit... Notamment, il me racontait, il se dit, cet ordi est beaucoup trop propre, c'est pas normal, il y a un truc. Et il fouille, et finit par, ça y est, réussir à trouver le lien, et tout d'un coup, il redécouvre l'entièreté de ce qui est caché. Mais ça demande du temps, effectivement, du personnel, etc. Est-ce qu'il y en a assez? Sans doute pas. Mais bon, voilà, c'est lui, le soir, il se dit, ouais, j'ai gagné ma journée là sur ce coup-là, quoi. Recto rajoute que le dark web, c'est le web non référencé, mais c'est le web à part couper le net. Alors, il y a deep web et dark web, c'est deux niveaux de choses. Hein. Il y a le web non référencé, mais qui utilise des mécanismes de transfert normaux, et puis il y a aussi tout un web qui utilise des protocoles alternatifs, quoi. Pas le HTTP, etc., quoi, mais qui encode son flux d'une autre manière. Et je pense qu'effectivement, les réseaux mafieux les plus tordus, c'est là qu'ils vont, quoi. Enfin, c'est aussi d'ailleurs un lieu où il y a, c'est aussi là que se retrouvent les espions, hein. C'est pas que utilisé par des truands à la petite semaine, quoi. C'est aussi, les espions ont aussi besoin, en fait, d'avoir des oui, les journalistes, les dissidents politiques, etc. Alors, et qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça? Et c'est sûr que les mieux outillés pour contourner les régulations, c'est la mafia, c'est la criminalité, c'est où là, quelque part, ils arriveront toujours à trouver une solution pour contourner tout ça. Juste pour terminer, parce on pourrait continuer encore longtemps. Lui-même disait que ça allait pas changer grand-chose en fait si réellement le chat control était mis en place sur ce genre de sujet, puisqu'il dit que les partenaires,
les messageries et réseaux sociaux partenaires jouent déjà le jeu. Donc en gros, c'est déjà scanné, c'est déjà, etc. Donc, et que les BitTorrent, le Dark Web, etc. sont scannés, pareil, etc. Donc, ça changerait pas, pour son travail à lui, raisonnablement la donne, etc. Donc, c'est pas hyper utile. Et voilà. Donc, concrètement, d'un spécialiste, ça pourrait jouer à la marge peut-être sur certains dossiers, mais globalement, c'est pas, il en a pas besoin réellement, quoi. Voilà. Ce qui est quand même Je serais intéressant. curieux, si le dossier avance, d'entendre ce qui se dira sur la chaîne, par exemple, de Micode et de choses comme ça. D'un point de vue ingénierie, ça pose des vraies questions, quoi. Comment les mecs comptent s'y prendre, quoi. Oui. De toute façon, bah ça. Mais après, c'est comment ça s'appelle? Alors, il y a Correcto qui dit le plus efficace doit être l'infiltration, mais il faut des moyens, du temps et des gens. Oui, de toute façon. Et puis après, la problématique, c'est toujours le même. Alors bon, sans tomber dans le complot, etc., mais globalement, on sait que l'argent a besoin de ces espaces anonymes. Donc, ça influence le politique. Le politique peut être acheté sur ce genre de choses. Et donc, derrière, si des réglementations, ne serait-ce bêtement, on voit bien le problème de récupérer l'évasion fiscale de manière générale. Ça devrait être fait depuis une éternité. C'est pas quelque chose de très très compliqué. On sait le voir, on sait le mesurer. C'est complètement fou qu'on ait toujours rien fait. Là, c'est juste de l'argent qui circule et on le voit et on sait que ça nous manque et on sait que ça coûte très très cher à la société. Ça nous permettrait justement de payer des préventions, etc. Donc, ce genre de choses n'est pas fait. Et de rouvrir les médiathèques. Et de rouvrir les médiathèques, les festivals, etc. Non, mais c'est un vrai choix de société et pourquoi ce choix n'est pas fait? Bah, parce qu'il y a des effets inverses qui sont puissants à travers l'argent. Voilà. Je propose qu'on rêvais d'avoir un compte au Caïman. Mais non, mais le compte au Caïman, par exemple, c'est complètement. Vous vous souvenez de l'époque où les GAFAM avaient tout stocké, tous leurs gains européens les avaient stockés là-bas? Il y avait plus de, je sais plus combien de, il y avait je sais plus combien de milliers de milliards qui étaient là-bas. Et c'est, je crois, je sais plus si c'est de Donald Trump ou Obama qui a fini par dire oui, d'accord, on accepte qu'on reveniez si vous payez juste 30%, etc. Bah, c'est hallucinant, c'est des trucs. On se dit, mais ils se foutent de notre gueule et ça passe, quoi. En gros. Voilà, au calme. Au calme, exactement. Le retour de la citrouille, quoi. C'est qui la citrouille, on ne sait pas, mais voilà. Ok, bon, je propose qu'on passe sur autre chose. N'hésitez pas, effectivement, à dire ce que vous en pensez comme correcto. En tout cas, faites attention parce que ces fausses bonnes idées de contrôle et oui, j'ai rien à cacher. Une fois qu'on sera allé chercher votre voisin, votre voisine et le mec d'en face, bah, on ira frapper à votre porte. Donc méfiez-vous. Honnêtement, moi, je t'avoue que ça peut être un petit peu dangereux parce que bon, je suis tombé sur l'Angleterre. Il y a par exemple maintenant en Angleterre des personnes qui se sont arrêtées pour leurs tweets. Aussi. Donc, tu ne peux plus dire vraiment ce que tu veux. Et moi, ce qui me fait peur avec ce genre de logiciel, bah, c'est que tu vas mettre un post, ça peut arriver, hein, je pense, ici en Belgique, hein, tu vas dire un tel truc sur GHLB ou je ne sais plus comment il s'appelle, et tu vas dire blablabla, et puis clac, on frappe à ta porte, oui, bonjour, vous avez écrit ça? Oui, ben écoutez, suivez-nous. Alors, si tu le dis en public, le problème, c'est que si tu le dis en privé... Oui, bah, de toute façon, c'est le problème d'imposant politique, quoi. Voilà. C'est vraiment ça le problème, quoi. Voilà. Exactement. Et donc, justement, bah, c'est parfait pour passer à notre dernière chronique, hein, Julien? Notre dernière chronique qui est je suis pacifiste, mais... Donc, on va voir où tu nous emmènes. Je vais ouvrir ta chronique parce que j'ai des choses à faire pendant la tienne. Donc, je te laisse la parole. Et puis, bah, voilà. J'en dis pas plus. On y va. J'espère que je serai au rendez-vous. Alors, bonne fois, j'ai écrit. Ça m'aide. Hello. Bonsoir, les dallons. Hello. Ah. Bonsoir. Ça avonte.
Alors, pour la rentrée d'automne, je voulais faire une chronique gentille, poétique, tout ça, parce que Angela aimait le mood et tout, bienséante, pleine d'amour de mon prochain, d'appel à l'unité, au bon sentiment et à l'universalité. Enfin bref, vous me connaissez quoi. Hein, je suis un cœur de Lego Friends, enrobé d'une délicate crêpe Combava banane, à la farine d'épeautre sans gluten en promo chez Bard. Et voilà. Donc, pensez pour toi, Nathalie Ishizuka, qui me disait pas plus tard que dimanche sur WhatsApp que le monde a besoin de silence et d'action juste. Et aussi que ton mari Bruno médite avec des moines sur le climat, tout ça, bref. Alors, moi je sais pas si c'est le mot silence ou méditer qui m'a trigué, mais je suis pas du tout passif-agressif, hein, je suis agressif tout court. Donc je fais non, je vais tout crever. Si on fait jamais de bruit, hein, les trous-ducs, ils ont aucune chance de ralentir le train de leur connerie, ok? Donc, je vous aime, les copains gentils, mais non. La preuve, hein, c'est que Macron, il est toujours président, alors qu'il consomme les ministres plus souvent que j'ai la chaude pisse. Hein, et Georges Leboucher, il peut continuer à réutiliser les éléments de langage de Trump, le facho, là, contre les manifestants de Bruxelles sans que personne ne l'arrête. Alors, non. Au calme. Moi, je vais pas méditer dans le silence, ok? Donc, je vais le dire calmement, mais je vais le dire. Le monde a besoin du bruit de ses héritiers, nous et nos enfants, et de peines de prison ferme pour les tyrans et les assassins. Voilà. Aujourd'hui, il y avait entre 80 et 140 000 personnes dans les rues de Bruxelles, selon la police ou les manifestants. Voilà, pour dénoncer la destruction des services de la culture, de la protection sociale fondamentale et les cadeaux fiscaux faits aux nantis, hein, et j'en passe. Voilà. Moi, j'aime bien les mots. C'est pratique. C'est pratique pour exprimer des trucs, c'est pratique pour débattre, et même que des fois, on peut penser avec. J'aime les mots de Gwen Guégan, j'aime les mots de Céline Laurie, j'aime les mots de Léo Ferré. Mais par contre, j'aime pas quand on casse les mots. Quand on les vide de leur sens et qu'on les fourre à sec avec un ananas au piment pour faire de la post-vérité, comme dit Clément Viktorovitch. Ok? Pour citer Joël. Teste les animaux préhistoriques par tous heures de droite, bordel. C'est de la merde mélangée comme ça partout, c'est politique. C'est mieux de faire les choses dans l'ordre. Va te faire branler. Trotskar. Voilà. Donc, bref, bon, voilà, je m'énerve, mais soyons constructifs. Alors, je vais dire des trucs qui font pas plaisir, mais en tant que journaliste, je pense que ça doit être dit. Et j'ai l'impression que pas mal de mes collègues ont oublié leur déontologie dans le slop de Netanyahou. Alors, loin de moi l'idée de flatter les admirateurs de Gaucho le clown. On parlait de Barré. Mais faut reconnaître que hors antenne, il y en a plein qui pensent, mais dès qu'on branche le micro, on croirait entendre le service com ou les RH t'expliquer que si les petits Gazaouis ils ont pas de maison, et si tu pourras plus payer ton unif, ton Minerval et tes médocs, et si on va pas chercher le pognon chez les riches et qu'on continue à signer les pauvres en traitant de parasites, bah, c'est une opportunité pour un nouveau départ. Vive la crise. Bref, en Belgique, il y a des rois et des reines. Il paraît qu'ils sont gentils, ils empêchent des types comme GLB de finir comme Sarkozy ou Macron et Bart de Wever de changer la Brabançonne en lip dub pour la NBA. Donc, on va plus parler de guillotine. Ça, c'est mon vilain côté français qui remonte. Ok, empêche. Bravo à tous ceux qui étaient dans la rue aujourd'hui. On s'en fout, que ça les chagrine, qu'on parle à la fois de culture ici, du génocide à Gaza, des violences policières et du recul alarmant des démocraties. Désolé Georges, un autre Georges, un avec de la classe, et pas une Merco, pardon, excusez-moi, une GLA, je sais quoi, à 100 000 balles là. Bon bref, l'autre Georges, le vrai Georges, il l'a dit bien mieux que toi. Il l'a dit, c'est un... Ah, monde de merde. Voilà, donc, on corrige un peu les mots et on revient sur terre. C'est pas quelques milliers de mandataires de gauche, là je cite l'insta de GLB d'aujourd'hui, qui était dehors ce matin, c'est plus de 100 000 ma gueule, au bas mot. Et que propose-t-il à nos enfants? Bah, il pose la question, mais il faudrait écouter la réponse en fait, parce qu'il propose plein de trucs en fait, il suffit de les écouter. Oui, ça a l'air bordélique comme ça, mais c'est un peu le principe d'une démocratie. On se parle, on échange des idées, on essaie des trucs. Si ça marche pas, on fait un mea culpa, on essaye autre chose. Justement, gars, ouvre un peu.
Bon, j'ai l'air un peu amer comme ça. Mais en vrai, le monde est plein de bonnes nouvelles. En vrai, déjà, mon copain Seb, il est en train de devenir aveugle, alors que c'est un des meilleurs designers que je connais. Et maintenant, il a une jolie maison avec un grand écran courbe, comme ça, il peut lire et travailler sans risquer de plus rien faire. Voilà. Et puis, Sarko Larakai, tolérance zéro, hein, moi je m'en souviens, il va leur tôle avec les autres margoulins de son espèce. Voilà. D'ailleurs, je pense, tu vois, faut être solidaire, qu'on pourrait lui demander de faire un petit peu de place par solidarité pour la surpopulation carcérale et y coller 1 ou 2 nazis sans prépuce dans un coin de sa chambre, tu vois. Après un traitement adéquat pour crime contre l'humanité à la Cour pénale internationale, comme il se doit. Quant à ceux qui flinguent les budgets de la science et envoient l'armée contre leurs propres citoyens en faisant des alliances avec les dictateurs et les terroristes, s'il y a des balles de la NRA qui se perdent, comme disait un influenceur récemment béatifié, ça fait partie du game. Voilà. Moi, je suis pacifiste. Ok, faut se faire des bisous et tout. Mais j'aime quand même pas quand ça me laisse sur la langue un arrière-goût de poil de cul de facho. Du coup, je sais pas vous, mais regardez, à Madagascar et au Népal, ils ont retrouvé comment on fait. Alors, on essaye autre chose ? Merci de m'avoir écouté. Mais c'est un vrai problème, et tu as tout à fait raison de le souligner, c'est le problème de la prise de parole qu'on ne fait pas assez. On ne s'élève pas assez en disant mais non, mais stop. Merci pour le GG correcto. On lève pas assez. Moi, je fais pas mal de streams de game. Et après, derrière, parler de Gaza, c'est pas forcément évident. Mais j'essaye de le faire. D'ailleurs, sur mes streams, là, dernièrement, il y a le drapeau palestinien qui est là, parce que... Alors, je l'ai pas mis là, parce que j'ai fait la scène rapidement, etc. Mais l'idée, c'est de pas oublier, malgré le fait qu'on joue, qu'on vit, etc., que, ça se passe en même temps. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille, si les matinales des chaînes d'infos vous insupportent, que ça soit la radio et autres, on en avait déjà discuté une dernière fois, mais il y a quand même 2 matinales que je suis régulièrement et qui sont, on va dire, des safe places pour nous, où on sait que on va traiter l'info de manière un peu moins dégueulasse. Il y a Barbara la gauchiste qui fait les matinales le lundi et le vendredi. Je vous conseille d'aller écouter, elle a pas sa langue dans sa poche et c'est un vrai vent de fraîcheur, c'est vraiment chouette. Moi j'apprécie vraiment ces matinales, elle est brute de décoffrage mais ça fait du bien. Et à côté de ça il y a Ostpolitik aussi qui fait une revue de presse, lui c'est le mardi, mercredi et jeudi. C'est un peu plus carré, c'est un peu plus professionnel, puis il y a plus de monde aussi, hein, il est vraiment suivi, hein, s'il fait quand même une matinale sur Twitch à plus de 2000 personnes à la fois, c'est pareil. Ouais, quand même. Oui, c'est ça, et ça fait plaisir de voir que il y a du monde pour écouter une information alternative en fait. Donc voilà, et typiquement dans ce genre de situation, ce qui est important en fait, et c'est là où une manifestation est importante, même si c'est ridicule, parce qu'on sait que la manifestation ne joue plus. On pourrait être des millions, ils s'en foutraient royalement. Donc, je pense ils ont décidé. Et je pense qu'il faut bloquer réellement le pays si on veut changer quelque chose. Il faut trouver une manière alternative pour le faire. Mais le fait de pouvoir se dire qu'on n'est pas tout seul à penser ça, de trouver des moyens de ralliement, des zones justement où des safe places pour nous, pour en discuter et puis aussi pour se ressourcer et pour trouver de la force à agir ensemble, je pense que c'est vraiment très très important. Moi je sais que une des dernières fois où j'ai vraiment senti un manque de ça, c'était lors de la loi immigration, alors je sais plus comment elle s'appelait exactement, mais en France, où elle est passée, mais elle a fini par être censurée. Et là, pour moi, il me manquait un signe de ralliement, quelque chose en disant non, mais ça, ce qui se passe, c'est pas en mon nom, en fait. Ça, je suis pas d'accord, en fait. Et je pense qu'il faut le dire de plus en plus souvent, ça, c'est pas en mon nom. Je refuse de porter la responsabilité de ce que fait le gouvernement, mes politiques, etc. Et que les lois qui sont passées, c'est des lois scélérates. Et hors de question que... en tout cas, rien ne soit dit autour de ça, quoi.
Tu parlais aussi des manifestations et le côté un peu chaotique, mais moi je pense aussi que même si, entre guillemets, les manifestations, il y a toujours ce côté, on a beau être des millions, ils nous entendent pas, et cetera. Moi je pense que c'est quand même important parce qu'on parle, de surveillance, sur les moyens de communication, et cetera, mais c'est aussi très important, je pense, d'avoir toujours aussi ces moments de rencontres, dans la vraie vie, que les manifestations, c'est pas seulement pour faire bouh, on n'est pas content avec des affiches, c'est aussi des points de ralliement entre personnes qui partagent des mêmes Échange idées, qui ont des d'informations. mêmes combats. C'est une manière pour des gens qui parfois sont isolés et qui, dans leur environnement familial ou quotidien, se disent tiens, je pense ça, mais est-ce que d'autres gens sont d'accord avec moi? Je pense aussi que c'est très important que les gens se rencontrent pour pouvoir, comme on dit, créer une conscience de classe, bien sûr. Manifestation, c'est aussi, même si on n'en parle pas, même si on va toujours diminuer les chiffres, moi c'est l'inverse. Si on était dans un pays où il n'y a plus de manifestations, qu'est-ce que ça renverrait de nous? Ça voudrait dire qu'on serait tous d'accord, qu'on serait tous chez nous en train de se dire oh ben voilà, c'était bien qui finit bien. Donc, pour moi, même une manifestation en bordel, on va mettre en avant, oh oui, ils ont cassé un abri de bus une fois, c'était horrible, la famille de l'abri de bus est là pour témoigner. Eh ben, c'est quand même très important pour finalement se rendre compte du ras-le-bol, tout simplement. Et au passage, une petite pensée à notre ami Vincenzo, qui était un Oui. technicien fidèle toute l'année dernière, qui aujourd'hui était à la manif et qui ce soir n'est pas là parce il s'est fait gazer. Ah, Il merde. nous a Ah envoyé ouais. des vidéos tout à l'heure, juste avant le début de l'émission, là à 20h. Il nous a partagé quelques vidéos qu'il a filmées voilà, au moment où il voyait la réaction des flics, quoi. Oui, d'ailleurs, la réaction des flics, il faut qu'on en parle, c'est de pire en pire, hein. Oui, alors que c'est moins violent en Belgique qu'en France. En plus, hein. Parce qu'en France, il faut un peu d'abnégation pour aller manifester quand même, hein. Il faut pas avoir peur. Tu sais Pour même ceux qui pas. connaissent Vincenzo, vous savez que Vincenzo est quand même pas un punk dans l'âme, hein. Non, tout à fait. Pour gazer Vincenzo, faut vraiment être un salopard. Oui, c'est ça. De toute façon, ils ont gazé n'importe. Là, les dernières manifestations, de toute façon, il suffit de voir les images et la manière dont ça se passe. On n'est pas. La police n'est normalement là pour faire en sorte que protéger le peuple. Voilà, est censé faire que ça se passe bien. Et on voit bien que c'est pas du tout le cas. On n'est pas du tout là-dedans. La Bravem, c'est une horreur. Il faut continuer. C'est la preuve qu'il faut continuer. Si eux, ils utilisent la violence, comme dirait le dicton, il faut qu'on soit plus méchant. Tout à fait. Alors, c'est la pas du team, je ne sais pas si vous connaissez la pas du team, qui dit en haut, en bas on peut plus et en haut ils veulent plus. On en est là pour l'instant. On risque d'avoir effectivement un mouvement là qui devient très très compliqué, surtout avec en France où là l'incurie du politique devient franchement évident. Je ne sais pas où ça nous amènera, mais là, effectivement, on est dans une situation où ça peut basculer. Est-ce que ça le fera ou pas, on n'en sait rien, mais il y a quand même... Ouais. Oui, mais c'est ce qui est fou, c'est... Il faut les deux, il faut des gens qui luttent. Moi, c'est là où modestement, j'aime beaucoup Nathalie, etc. C'est des gens qui essayent de faire bouger les choses petit pas de l'intérieur par le levier gouvernemental et politique, etc. Mais il faut les deux. Il faut des gens qui montent au créneau pour montrer que c'est pas possible de se faire marcher sur la gueule et de se faire retourner le cerveau par des types qui de toute façon n'en ont rien à foutre et qui ont un discours de révisionnisme total sur tout ce tout ce qui est en train de devenir notre société. Et à côté de ça, il faut toujours dans toutes les luttes des gens qui sont capables de penser l'après. Il faut des gens. Alors, tout le monde n'est pas forcément prêt, hein, je veux dire, à descendre dans la rue, à lever le poing et à se prendre une matraque dans la gueule. Mais chacun contribue à hauteur de ses moyens, si tu veux. Il faut pas non plus rentrer dans un côté revendicatif guerrier qui s'auto-alimente et qui finalement crée des vendettas
Bah, c'est pas au le- final c'est- dont on saurait plus sortir, quoi. Si tu veux, tu montes des factions, etc. Ça, c'est le pire qui puisse arriver. Parce que, justement, ça ne doit être, et ça ne doit rester que des mesures d'urgence, d'extrême. La désobéissance civile ne doit exister que parce que, à un moment donné, il faut dire stop. Mais l'instant d'après, il faut revenir autour de la table et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ce bourbier, les gars? Enfin, c'est exactement à ça que doivent servir justement ces moments de rassemblement. Et je rejoins totalement Catherine dans cette idée-là, c'est que ces moments de lutte collective, quand bien même ça réunit des gens qui sont pas d'accord, ou en tout cas qui sont pas là pour lutter pour les mêmes raisons, ça crée faut voir tout ce qu'il y a autour des manifs, en fait. C'est-à-dire que les gens se retrouvent, les gens mangent ensemble, les gens montent des comités citoyens, et c'est de ça que naissent en fait les propositions. C'est exactement le contraire de ce que Boucher essaye de dire dans son post Insta de merde. C'est que justement, c'est parce que les gens se mettent autour d'une table et discutent. Ok, ça va pas, ça je suis pas d'accord, ça va pour telle raison. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Tu peux pas juste dire c'est moche, c'est pourri, quoi. Tu dois arriver avec une proposition. C'est ça qui fait avancer le truc. La proposition, ça peut pas être juste de dire bah on n'a pas mieux. Parce que je suis désolé, mais à force de dire on n'a pas mieux, on finit par avoir pire. Et là, pour le coup, la politique française est un des meilleurs exemples qu'on puisse prendre, quoi. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, quoi. C'est en choisissant le moins pire à chaque fois, on finit par créer une autoroute pour les pires, en fait. Bah, c'est la même chose en Belgique. Hein. Le compromis à la Belge, au final, finit par amener un truc dans lequel ça va être compliqué de sortir, on va dire, par les moyens habituels, quoi. Alors, il y a Correcto qui nous dit, en tout cas en Belgique, si le taux de chômage et les malades de longue durée étaient plus élevés dans le Nord, la question ne serait même pas d'actualité. C'est une guerre de régionalisation des dépenses. Et GLB veut envoyer ça vers les communes. On ne fait que bouger les cases de l'Excel pour plaire à l'Europe. Oui, alors c'est sûr qu'en Belgique se rajoute en plus le problème flamand-wallon qui n'arrange absolument rien. Après, moi, ce que je dis régulièrement, c'est que, en fait, les Flamands sont anti-wallons comme le Rassemblement national est anti-émigré. En fait, c'est simplement pointer un responsable du doigt. C'est pas une peu importe, généralité, c'est que t'as quelques Flamands qui sont un peu Ouvert d'esprit quand même. Hein. Il y en a, qui ont balle il y en dans a. le cul et puis les autres qui sont enfin je pense qu'il faut vraiment ramener de la nuance là-dessus parce que là aussi tu vois c'est comme confondre les Juifs et les Israéliens, si tu veux, et la bande de Netanyahou, quoi. Tu peux pas faire Oui, non, mais quand je dis ça, non, j'ai peut-être pas du tout comparaison. Non, c'est très mauvaise comparaison. Je vais avoir beaucoup de problèmes avec cette comparaison. Mais non, il faut pas faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils sont une minorité, c'est cette bande de ah, types qui toujours sont sur un espèce de nationalisme narratif comme ça. Et c'est justement parce que tous les autres ont la flemme de dire ou réfléchissent trop avant de dire ce qu'ils en pensent parce qu'ils sont nuancés, parce qu'ils ont besoin de plus d'infos avant de rentrer dans le débat. Et en fait, cette énorme masse dormante des gens qui sont pas polarisés et qui aimeraient justement une autre sortie, elle est totalement oubliée et elle laisse croire en fait que ces espèces de partis populistes comme ça, tout noir ou tout blanc, ils ont des réelles majorités. Ils parlent pour tout le monde, quoi. Or, c'est totalement faux. Je pense que si on ramenait vraiment, que ça soit les propos de la NVA ou ceux des patrons de droite, des copains de GLB ou ceux des idem côté français, du RN, etc., on se rendrait compte que c'est pas vrai en fait. Tous ces gens qui gueulent plus fort que les autres que ce que leur petite minorité de trous du cul ont envie d'entendre, c'est pas la majorité. Ce qui est la complexité de nos sociétés contemporaines et que la plupart des gens en ont fondamentalement conscience en fait. Ça veut pas dire pour autant qu'ils ont envie d'être de gauche ou de rejoindre la France insoumise ou d'être des je sais pas comment il disait l'autre là des extrémistes gauchistes là ou des trotskistes, mais il y a un monde de possibles
autre que celui de se laisser avoir par ces de considérer en tout cas comme avec fatalisme ces discours simplistes qui finalement aggravent les choses génération après génération. Ok, eh ben c'est là-dessus qu'on va on va stopper parce que c'est pareil, on pourrait en parler des heures et des heures. Juste un petit truc, Correcto disait que NVA et Vlaams Belang, c'est 50% du vote en Flandre, hein, ce qui est quand même énorme. Hein. Enfin, Oui, oui. Après, on n'a pas parlé du rôle des médias et de la fabrication Surtout et en de la Flandre, hein. fabrication de la manière de voir le monde, parce que c'est bêtement ça. Les médias et tous les objets culturels. On a commencé avec la fin des médiathèques. Si tu n'ouvres pas la culture, si tu n'ouvres pas les autres expériences, etc., bah, tu réduis en fait la vision des gens, les perspectives des gens, et au final, bah, t'en fais des petits esprits, en fait. Et c'est là où c'est important, justement, que le groupe, la culture, etc., arrive partout et permet la respiration et la respiration, simplement. et la découverte et la curiosité de l'autre, quoi. Voilà, bon, on va stopper là. Je t'avais mis un peu de musique pour finir. Oui, on va terminer. terminer la musique. On va passer la musique, bah, justement, en générique de fin. Oh putain, mon chat m'a agressé. Une agression en direct documentée sur Twitch. On va appeler la police. Alors, que s'est-il passé? On l'a vu disparaître d'un seul coup. Non, c'est pas un chat, c'est un alien. T'es sûr que c'est pas un... C'est Mimi. C'est un chalien. C'est un chalien, voilà. Merci à toi, Baudouin. C'est un chat du Nord, ouais. Avec plaisir. Baudouin, pour ton épisode de Bioman rejoué. Mais de rien. Je pense qu'il aurait fallu qu'on ait le texte avant qu'on le dise un petit peu. faire la voix du gentil. Oui, bah voilà, mais c'était chouette, merci à toi. Merci Angela pour la découverte. On a besoin de douceur là à l'heure actuelle, donc merci de nous proposer ces petites traces de douceur quand même. Voilà. Ouais, quoi, merde. Merci à toi, Catherine, de nous rappeler. De quoi? Quel que soit mon nom, finalement. Oui, Merci quand même. J'essaye. La journée a été longue. Hein. Il faut faire la promo. Catherine vient de finir le montage du pilote de son film et il faut annoncer à tout le monde qu'il va sortir en 2026 et que nous sommes actuellement en train de rencontrer des productions et nous sommes ouverts aux propositions pour accompagner Catherine dans la finalisation de son documentaire sur la face cachée des stickers, les communautés. Mais j'en avais parlé dans une autre émission. Mais je crois que je t'ai vu sur BX1. Oui, en plus, t'es passé. On a une star autour de la table. La guerre centrale. Je peux permettre de faire un peu d'autopromo et d'inviter tous les auditeurs de Radio Panique et de l'œil carnivore à passer à Other Game, nous retrouver le soir d'Halloween, le 31, à la galerie Non Peut-être, où on va faire découvrir le travail d'une artiste illustratrice et poétesse qui s'appelle Gwen Guégan. Et malgré le fait que j'ai pas eu une chronique très gentille, elle a très bien résumé ça dans son affiche. C'est en cas d'inquiétude, cherchez l'enchantement, voilà. Et je ne saurais trop vous conseiller de découvrir les dessins et les jolis mots de Gwen Guégan pour retrouver cet enchantement. Et là, pour le coup, je rejoins Angela. Voilà, exactement, le 31 à 18h, vernissage de Gwen Guégan à la Galerie Non Peut-être. J'en profite tant qu'on est dans les histoires de promo, l'émission de Baudouin qui aura lieu après l'œil carnivore vers 23h30, hein, c'est ça, sur Radio Panique, voilà. On sera en direct, on sera en direct de la basse efficace qui se déroule à Other Game, à vue de la Sablière. On stream là-bas de 23h30 à 1h30. Waouh, tu seras, Angela? Je vais sûrement passer. Voilà, et on fait aussi la promo d'Angela. Ah non, j'ai un truc, je suis pas là. Voilà. Et on fait aussi ta promo, Angela, tant qu'à faire, hein, Angela BXL, DJ, qu'on retrouve un peu partout.
Ouais, tous les 4e Et- samedis. Hein, aussi. Exactement, le dernier samedi, je prends le relais de Beau de son émission Saturday Night Panic Is Benzeten avec ma girly group. Donc Isa et c'est expérimental, voilà. On parle Voilà. de tout, on parle de la femme dans la musique électronique, on parle de news et on fait un peu de musique, on mixe, voilà. Voilà, tout ça à retrouver sur Radio Panique. N'hésitez pas, fouillez le site de Radio Panique. Il y a des petits trésors, des pépites partout. Il y en a pour tous les goûts, donc allez-y. N'hésitez pas. Voilà, je crois que là, on arrive à la fin de l'émission. N'hésitez pas à liker, partager l'émission si ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à commenter. Et puis, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. J'ai envie de lâcher la connerie. D'accord. Non, c'est pas c'est pas super film. Ah oui, d'accord. Et, Vendu. on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Ciao, Allez, ciao. salut. Bye bye. Bye. Ciao.